bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission des entreprises à impact positif et voici notre sommaire du jour. Mon invité c'est Wilfried de Conti, le cofondateur de Sobrery qui vient de publier un guide pour lutter contre le greenwashing. On verra comment bien communiquer sur les actions RSE. Dans notre débat, vous découvrirez les maisons créées par Fratry qui accueillent en co-living dans plusieurs villes de France des jeunes actifs dont certains sont porteurs de handicap mental ou de troubles autistiques. Et puis dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, la bonne idée du jour, elle est signée Washing et c'est laveries automatiques intelligentes. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact. L'invité de Smart Impact, c'est Wilfried de Conti, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Sobrery, vous venez de publier avec Alexis Denis un guide pour lutter contre le greenwashing. C'est aux éditions Erol. Le voici, on va évidemment en parler longuement. Un mot de Sobrery pour commencer, vous accompagnez les entreprises dans leur communication avec quels outils? C'est quoi le principe? Alors, on les aide sur leurs actions de communication, ouais. L'aspect opérationnel des actions de communication, c'est-à-dire tout ce qui est support de communication. Voilà. À partir du moment où on a un événement ou un quelconque besoin de support, on a une possibilité, grâce à Sobrery, d'accéder à un catalogue de produits éco-conçus qui sont tous évalués selon la méthodologie européenne, le PEF, ouais. Qui est le score européen, qui permet en fait de noter l'impact environnemental des produits. Et on propose uniquement les produits qui ont une certaine réduction d'impact, d'au minimum 25%. Ouais. Voilà. Et est-ce qu'il y a des produits qui sont des produits de seconde main dans ce secteur-là? Est-ce qu'on arrive de plus en plus à les utiliser? Alors, le réemploi directement ouais. est complexe. Par contre, la réutilisation, donc ce qu'on appelle plus communément l'upcycling, ouais. Arrive de plus en plus et on a l'occasion et nous l'opportunité, on essaie de développer de plus en plus de filières là-dessus parce que c'est effectivement les produits qui ont l'impact le plus faible, sans aucun doute. Évidemment. Donc ce livre, ce guide Alerte Greenwashing, pourquoi vous l'avez écrit? C'est quoi le principe? Alors, donc là, comme je viens de l'expliquer, on ouais. était sur le support de communication. Et ça peut être assez frustrant parce qu'on est entreprise à mission depuis 2021. Notre objectif, c'est de décarboner le secteur de la communication. Et l'impact direct, on l'a traité par cette méthodologie dont je parlais et par le catalogue éco-conçu. Sauf que, quand on est amené à imprimer des messages publicitaires tous les jours... Vous les lisez aussi. On les lit. Et parfois, on se dit, on a un super support de communication, mais le message n'est pas aligné. Comment on pouvait accompagner les clients pour justement réaligner un petit peu le support de communication, toute la réflexion qui a été menée et portée sur le choix du meilleur impact environnemental pour le support et le message qu'il y a dessus. Donc pendant un moment, on a testé de la formation, on a fait un guide gratuit. Et une fois qu'on a publié le guide gratuit, on a vu un engouement énorme sur le sujet, énormément de téléchargements du guide, beaucoup de demandes de formation, beaucoup de demandes de conférences sur le sujet. Et en fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on structure le savoir. Encore plus, quoi. Exactement, rentrer un peu plus dans le détail, proposer un cadre. Au début, on avait fait 10 principes en essayant de simplifier. Et on a ajouté les 2 derniers pour vraiment finir sur 12 principes essentiels. Oui, 12 principes. Si on doit en retenir 2 ou 3, on ne va pas tous pouvoir les citer. les plus frappants ou les plus importants pour vous, c'est quoi? Je dirais que déjà, les 4 premiers principes font partie d'un seul et même bundle, comme j'aime appeler en général. C'est le principe du calcul d'impact. On ne peut pas aujourd'hui faire une allégation environnementale sur le fait qu'il y a une réduction d'impact, voilà, notre produit est meilleur que celui du concurrent, sans avoir calculé son impact. Je veux dire, c'est juste impossible. Oui, c'est un principe de base. Ça paraît extrêmement simple. Pourtant, vous regardez 99% des publicités aujourd'hui. C'est un chiffre sorti du chapeau, c'est pas un chiffre scientifique. On a des chiffres et des statistiques qui sont dans le livre, mais je veux dire, la majorité l'immense majorité n'a pas fait ce calcul d'impact. Exactement. Donc ça, c'est vraiment un principe essentiel. On oublie complètement de le faire et on devrait le faire. Après, on va avoir tout ce qui est de l'ordre de, si vous voulez, la précision dans la publicité. Aujourd'hui, quand on fait une allégation environnementale, en général, on a tendance à les rendre globalisantes parce qu'on se dit qu'on a un spot de 15 secondes. Là, en venant ce matin, je regardais un peu les publicités ici et là, comme d'habitude. C'est une déformation professionnelle. Et je remarque encore une fois que voilà, on a une allégation générale en disant voilà, ce produit est bon pour l'environnement. Je me souviens d'une phrase de Martine Aubry qui concernait François Hollande. Elle disait quand c'est flou, il y a un loup. Exactement. On pourrait dire ça un peu des publicités qui raccrochent ces arguments environnementaux. Absolument. Si je donne un exemple concret, si vous voyez un jour sur une publicité moins 27,3% d'empreinte carbone, qui sont des termes officiels. Une empreinte carbone aujourd'hui, c'est un terme officiel. Là, on est sur de la précision. Meilleur pour l'environnement, bon pour la planète, on est sur du globalisant. Déjà, tiens, j'aurais pu commencer par là. Comment vous définissez le greenwashing? Alors,
il y a tout un tas de définitions, évidemment. Il y a une définition purement littéraire dans le Larousse, etc. Il y a une définition de l'ADEME, l'Agence de la transition écologique. Nous, on a essayé de regrouper un petit peu là où toutes ces définitions se recroisaient. Et ce qu'il faut retenir, c'est que c'est l'action de verdir un produit ou un service qui ne l'est pas. Donc, simplement, vraiment tout simplement. Donner une image verte dans l'optique, évidemment, de vendre. Bien sûr. À un produit ou un service qui ne l'est pas. Alors, ce guide, il s'adresse aux entreprises, on va continuer d'en parler, mais pour les consommateurs, c'est aussi un outil pour les consommateurs qui sont de plus en plus soucieux de cette question? Absolument. Quand on a présenté le projet à l'éditeur, on s'est rendu compte de quelque chose. Avant toute chose, un communicant est un consommateur. Oui. Donc finalement, la première étape dans la pédagogie qu'on a voulu apporter dans le guide était d'être capable, pour un consommateur, de reconnaître le greenwashing. Oui, parce qu'il peut faire l'amalgame entre une vraie publicité verte, on va l'appeler comme ça pour simplifier, et du greenwashing. Exactement. D'ailleurs, dans le livre, dans l'introduction, on parle beaucoup de ça, la publicité verte, qui est un terme officiel. La publicité verte est très souvent confondue justement avec du greenwashing. Et en général, la simplification qui est faite par le consommateur, et on peut le comprendre évidemment, on a tous ce réflexe, c'est de se dire, est-ce que l'activité de l'entreprise est vertueuse ? Là, je pense évidemment, par exemple, à toutes les attaques qui sont faites sur les pétroliers, toutes les attaques qui sont faites sur les entreprises dans l'aviation en général. Bon, à partir du moment où ces activités-là ne font pas partie de la stratégie nationale bas carbone, etc., on attaque. Je peux comprendre cette approche. Par contre, nous, on a considéré dans le guide que les entreprises avaient besoin d'apprendre, de s'améliorer, et donc de trouver une nouvelle voie. Donc on leur a proposé une alternative qui est de communiquer avec ces fameux 12 principes. Donc le consommateur va avoir tendance à faire l'amalgame, encore une fois, entre l'activité et la communication. Oui, ce qui peut inciter certaines entreprises, il n'y a pas l'entreprise parfaite, à ne pas communiquer, à se dire, là, en matière de RSE, je fais telle chose bien, je pourrais communiquer dessus. Ah oui, mais on va me reprocher tel autre bilan sur lequel on n'est pas encore parfait. C'est tout à fait ça. Vous ressentez ça, le frein à la communication? En fait, même en formation, c'est même une des raisons qui nous a poussé à écrire le livre, c'est que les communicants nous disent on ne sait plus quoi dire. Et il y a un stress, c'est-à-dire que le volume des communications a baissé, et en particulier sur le volet environnemental. Notamment parce qu'une publicité verte aujourd'hui est extrêmement compliquée à faire pour une entreprise, et les entreprises qui sont de bonne foi n'ont juste pas les outils, donc elles vont utiliser les guides qui existent, mais à chaque fois on est dans un niveau de détail qui peut être essentiellement juridique, mais ils se font attaquer quand même sur le volet réputationnel, donc ils ne comprennent pas parce qu'ils ont respecté le volet juridique, ce qui n'est pas illogique parce que le volet juridique est toujours en retard, de 3, 4, 5 ans malheureusement encore dans l'écologie aujourd'hui. Donc en fait, on se fait attaquer sur le réputationnel en ayant respecté le cadre juridique. Voilà, donc les entreprises sont un peu perdues, ce qui fait qu'il y a ce qu'on appelle le greenwashing, qui est le phénomène qui pousse les entreprises à arrêter de communiquer. Oui, à se cacher d'une certaine façon. Le risque du greenwashing pour une entreprise, alors vous l'avez évoqué, il y a le risque réputationnel évidemment. Il y a un risque tout simplement de consommation, ou de baisse de la consommation. Absolument. Donc qui viendrait plutôt du volet réputationnel, c'est-à-dire qu'à partir du moment... Aujourd'hui, on sait qu'une marque est largement liée à la perception de la communauté. Bien sûr. Et on cite l'exemple d'un tweet qui avait fait perdre plusieurs milliards de mémoire à une application. Simplement, soit Elon Musk, soit Kylie Jenner, je ne sais plus, mais en tout cas des personnes qui sont relativement influentes sur les réseaux. Et je pense que c'est d'ailleurs d'actualité. On a fait perdre une valorisation énorme. Et aujourd'hui, il existe des normes qui permettent de calculer la valorisation d'une marque, donc la valeur objective d'une entreprise au regard de la marque, ce que les consommateurs peuvent percevoir de la marque. Donc demain, vous êtes humilié entre guillemets en place publique parce que vous avez fait du greenwashing. On voit directement dans les chiffres de vente une baisse, d'où la volonté des entreprises de se cacher de plus en plus et de rentrer dans le phénomène du greenwashing. Oui, mais alors moi la question que je me pose dans ce cas-là, c'est pourquoi il y a encore des entreprises qui le font ? Malgré ces risques, parce qu'il y a des risques légaux aussi, on ne peut pas écrire n'importe quoi sur une publicité. Alors je pense que d'une part, ce qu'on observe, c'est que le risque juridique aujourd'hui est encore trop faible, entre guillemets, et trop récent. Il y a assez peu de jurisprudence. Il y a une réglementation européenne qui vient de s'imposer. C'est ça, donc en 2005, pratique commerciale déloyale qui a été modifiée le 28 février 2024, qui ajoute une liste noire d'allégations qui sont interdites. Donc on est en train de muscler le jeu quand même, parce que là on parle de l'Europe. Avant ça, il y a eu Climat et Résilience en France qui a proposé, la loi Climat et Résilience, qui a proposé le cadre de la pratique commerciale trompeuse pour le greenwashing, ce qui est quand même une nouveauté incroyable, parce que le greenwashing, il y a deux choses. D'une part, le consommateur est trompé, parce qu'on lui a dit « achète ce produit, il est meilleur pour l'environnement ». Potentiellement, c'est faux. Donc le consommateur est trompé. On parle du code de la consommation. Deuxièmement, il y a l'environnement, parce qu'on vient
augmenter les chiffres de vente d'un produit qui n'est pas responsable. Donc le code de l'environnement aussi est concerné. Tout ça, c'est des modifications qui ont été faites en 2021. Donc le cadre est en train de se muscler. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour agir là-dessus, soit vous êtes témoin, vous utilisez la DGCCRF notamment, ou alors vous portez partie civile, etc. Donc c'est des procédures qui sont extrêmement longues, il faut être accompagné d'un avocat. Soit vous êtes une ONG, et à ce moment-là, vous avez les moyens, et on le voit d'ailleurs, c'est Greenpeace aujourd'hui qui fait les procès, la plupart. Alors c'était la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'il y a de plus en plus de procédures? Oui. C'est-à-dire que on va au bout de la chaîne. C'est-à-dire il y a une publicité, on est pris les doigts dans le pot de confiture, c'est du greenwashing. Ça va jusqu'à une procédure judiciaire? Oui. Pas suffisamment, parce que, encore une fois, l'étude de la DGCCRF montrait que sur un échantillon de 1000 publicités, il y en avait au moins un quart qui ne respectait pas les règles qui sont moins exigeantes que celles qu'on a enseignées dans le livre, parce que nous, on a pris en compte aussi le risque réputationnel, ce qui n'est pas pris en compte dans les règles juridiques. Donc il y a déjà au moins une publicité sur 4. Il n'y a pas une entreprise sur 4 qui communique, qui se retrouve en procès. Donc on parle vraiment là des cas les plus évidents, les cas les plus médiatiques et médiatisables, si on peut le dire comme ça, dans le sens où, par exemple, un grand pétrolier, sans le citer, va avoir tendance à être porté par toutes les ONG, supporté par Vous parliez de la DGCCRF, la répression des fraudes. Ça me fait penser au scandale des eaux minérales, par exemple. On vous vend une eau minérale, une eau de source minérale, naturelle, etc. Bon, et puis et les enquêtes sont en train de démontrer qu'il y a eu des filtres qui sont censés être utilisés uniquement pour l'eau du robinet et pas pour l'eau minérale, qu'on a rajouté de l'eau du robinet, etc. aux eaux minérales. Ça s'appelle de la tromperie sur la marchandise, tout simplement. Complètement. D'où le nouveau cadre de la pratique commerciale trompeuse. Le greenwashing a été intégré depuis 2021 dans ce cadre et dans ce véhicule juridique qui est extrêmement puissant parce qu'en fait, c'est du pénal. Donc, on est vraiment sur un litige qui peut aller très loin pour l'entreprise. Donc, finalement, il y a aussi là aussi, la difficulté, c'est qu'il y a des sujets qui sont dans l'air du temps. Les eaux minérales, on a compris, d'un coup, toutes les marques tombent. Le jour où, et là, je pense particulièrement à la neutralité carbone, qui est un sujet qui est le principe de la controverse dans le livre, aujourd'hui, c'est écrit dans la directive européenne. Et nous, face aux entreprises, souvent, on entend encore, non, mais il y a un label, c'est un organisme tiers qui nous audite. C'est-à-dire que la neutralité carbone, il faut l'expliquer alors en quelques minutes, c'est censé se calculer sur une très large échelle, presque à la dimension d'un pays, voire d'un continent, et pas d'une entreprise. Donc quand une entreprise affiche sa neutralité carbone... Et encore moins d'un produit. Et encore moins d'un produit. On est à la limite du greenwashing? On est clairement dans le greenwashing. Aujourd'hui, ça, maintenant, je l'assume complètement parce que c'est écrit dans les directives européennes, c'est écrit dans la loi climat et résilience. Et objectivement, aujourd'hui, on prend un risque énorme d'un point de vue réputationnel. Demain, vous faites une allégation de neutralité carbone. Il ne vous faut pas plus de 5 minutes sur LinkedIn pour que quelqu'un tague le post, appelle et parle, interpelle les personnes qui sont en charge de ces attaques. Et là, je pense au panthéon du greenwashing. Et toutes les communautés en ligne qui attaquent ce genre de publicité. Merci beaucoup. Alerte Greenwashing, c'est donc le titre de ce livre, je le remonte, qui est coécrit avec Alexis Denis, publié aux éditions Erol. On passe à notre débat, l'inclusion des personnes souffrant de handicap mental ou de troubles autistiques, tout de suite. Smart Cause, c'est une rubrique que je vous propose tous les mois avec Georges Badevant, bonjour. Bonjour. Le cofondateur de DIFT et une association soutenue par DIFT aujourd'hui, c'est Fratrie. Bonjour, Aurélien Lermite, bienvenue. Racontez-moi quand, pourquoi avez-vous créé Fratrie? Alors Fratrie, on l'a créé il y a maintenant 4 ans, mais on a vraiment démarré en avril 2022, puisqu'on a ouvert notre première maison Fratrie à Nantes en avril 2022. Et on l'a créé tout simplement à partir d'un constat, c'est que les jeunes en situation de handicap mental ou trouble autistique en France, ils grandissent dans des familles ordinaires, ils vont à l'école, souvent assez longtemps, en milieu ordinaire, et à l'âge adulte, on leur propose que des lieux de vie qu'entre personnes en situation de handicap. Et donc on a voulu, d'une certaine manière, mettre fin à cette pratique qui nous paraissait un petit peu étonnante. On a créé le premier acteur de co-living inclusif en France, où vivent ensemble des jeunes actifs avec et sans handicap. Il y a combien de jeunes actifs par maison? J'imagine que ça dépend de la taille de la maison, etc. Mais c'est quoi? C'est une dizaine de personnes? C'est un peu plus que ça? Ils sont entre 10 et 16. On va ouvrir à Paris cette année, où ils sont 16, donc au cœur du 15e. Et c'est toujours moitié-moitié à peu près? C'est moitié-moitié en général. Parfois un peu plus de personnes sans handicap. L'objectif, c'est vraiment que ce soit une maison complètement ordinaire, un co-living complètement ordinaire.
Donc, et ils sont aujourd'hui, on a une moyenne de 12. Ouais. Avec ce chiffre qui rejoint exactement ce que vous nous décrivez, 0,5% des 750 000 personnes qui souffrent d'un handicap mental en France travaillent en milieu ordinaire. Alors, c'est vraiment infinitésimal, quoi. Ça veut dire qu'ils sont l'objectif de ces maisons fratries, c'est un lieu de vie. Qui sort de cette statistique, mais aussi de les aider à une insertion professionnelle. Est-ce que ça fait partie de la mission en quelque sorte ? Exactement, oui, la mission de Fratrie, en fait, le co-living, c'est un prétexte, mais la mission de Fratrie, c'est leur permettre de s'insérer socialement, professionnellement, en milieu ordinaire, de pouvoir vivre avec nous, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, dans le champ du logement, dans le champ de l'emploi. Et donc, une des particularités de nos maisons, c'est qu'on les couple avec un dispositif d'emploi accompagné, c'est-à-dire que nous avons un salarié qui est responsable du vivre ensemble et qui est aussi le job coach de chacun des jeunes et qui leur permet, à partir de leur talent, de leur désir, de trouver un emploi en milieu ordinaire et puis qui va les accompagner toute leur vie professionnelle. Voilà, c'est vraiment important sur ce public qu'il y ait un accompagnement dans la durée pour que ça se passe bien à la fois pour l'employeur et pour la personne en situation de handicap. Georges Badovan, vous nous rappelez en quelques mots, même si vous êtes maintenant venu plusieurs fois dans l'émission, le principe de DIFT. Oui, chez DIFT, on permet aux marques et aux particuliers de soutenir des causes en impliquant des collaborateurs, des particuliers ou des proches dans le choix de ces causes. Et donc, par exemple, à Noël, beaucoup de particuliers se sont offerts des DIFT au pied du sapin en offrant des dons cadeaux que son proche va à ce moment-là pouvoir offrir à la cause de son choix et par exemple à Fratrie. Ouais, alors justement, les entreprises, leurs salariés, ils sont prêts à se mobiliser sur ce thème particulier, le sujet du handicap ? Oui, alors le sujet du handicap, c'est un sujet qui est parmi les plus choisis et les plus plébiscités par les entreprises. Alors on avait cette statistique que dans les opérations de dons sur notre plateforme DIFT, dans une opération sur 2, il y a des causes liées au sujet du handicap. Donc on voit que c'est un sujet qui rassemble et sur lequel il y a une volonté d'action des entreprises. Ça tient probablement au fait que les entreprises ont des obligations d'emploi sur l'emploi des personnes, l'emploi handicapé. Et donc forcément il y a cette convergence où elles y sont déjà sensibles et elles ont des obligations, mais aussi elles ont probablement envie d'aller plus loin, de sensibiliser leurs collaborateurs à ces sujets. Aurélien Lermite, il y a je crois bientôt 6 maisons Fratrie, c'est ça ? Elles sont situées un peu partout en France ? Oui, tout à fait. Plutôt dans l'Ouest pour démarrer, donc à Rennes, à Nantes et en Île-de-France. Donc nous avons ouvert à Versailles, à Colombes. Mais notre ambition, c'est d'ouvrir dans les grandes villes françaises. Donc là où les besoins sont les plus importants et là où l'inclusion professionnelle est aussi facilitée. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir ouvrir sur tout le territoire national dans les 5 prochaines années. Quelles sont les étapes que vous devez, ou les obstacles que vous devez franchir avant d'ouvrir une maison Fratrie ? J'imagine qu'il y en a pas mal. Oui, alors déjà, il faut trouver le foncier. Ben oui, c'est ça. Puisque ce sont des maisons qui font environ 500 mètres carrés et un foncier hyper bien situé, puisqu'on veut qu'il n'y ait pas de sujet d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, mais aussi que les jeunes pros qui n'ont pas de handicap et qui viennent vivre dans nos maisons, ça répond parfaitement à leurs attentes en termes d'accessibilité, même pour qu'ils puissent aller facilement au travail et qui viennent se loger sans que le sujet notamment du prix soit une difficulté. Et ensuite, on a en France, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aides qui existent pour accompagner au quotidien les personnes en situation de handicap, mais il faut les mobiliser. Donc on a un gros travail d'ingénierie sociale, on va dire 1 an et demi avant chaque ouverture. Votre association, elle vit que du don pour raccrocher à la mission de DIFT ? Alors, elle ne vit pas que de dons, elle vit de fonds publics. D'accord. Et ensuite, peut-être une précision, notre particularité, c'est que nous sommes une entreprise un peu atypique, puisque donc une entreprise de co-living qui a la particularité d'être à gestion des intéressés. On est intégralement détenu par une fondation qu'on a créée quand on a lancé l'aventure. Donc, on ne peut pas recourir à des business angels pour démarrer cette aventure, qui est une aventure qui a vocation à être rentable, à s'équilibrer dans la durée. Donc, on fait appel à des social angels, comme on dit chez nous, donc des mécènes qui nous aident à lancer cette aventure le temps qu'on trouve un point d'équilibre économique qui nous permette de voler nos propres ailes. Les jeunes qui sont là, ils payent un loyer comme dans n'importe quelle maison ou comme n'importe quel système de co-living ou de colocation ? Oui, alors là, il y a une petite différence, même si on essaie de les gommer, mais les personnes avec handicap mental, ils ont des revenus très faibles, même quand elles travaillent. Donc, ils payent un loyer assez faible, surtout pour du cœur de ville. Par contre, les jeunes sans handicap, ils payent un loyer de marché. Et là, c'est un des cœurs du projet.
Ils ne sont pas là dans un logement pas cher contre un service ou un effort. On veut vraiment sortir de ça. Donc ils payent le prix qu'ils paieraient comme dans n'importe quel co-living. Et ils créent des relations d'égal à égal avec les personnes en situation de handicap. Au-delà de DIFT, Georges Badevant, comment les entreprises peuvent agir pour mieux intégrer les personnes porteuses de handicap? Alors, elles ont déjà donc une obligation sur l'emploi et à l'échelle de la France, les sociétés françaises ne sont qu'à 84% de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. Donc, il faut évidemment qu'on soit au maximum de cet objectif. Donc déjà, il y a ce sujet d'engager plus des personnes handicapées, mais on voit que derrière les causes, et pour rendre ça possible, il faut s'attaquer à des problèmes plus complexes que simplement l'emploi, c'est aussi la solitude, l'accessibilité, etc. Il y a ce premier sujet, mais il y a aussi le fait de rendre la vie facile pour les personnes handicapées en entreprise. Alors pour cela, il y a quelque chose qui est assez révélateur, c'est que beaucoup d'entreprises organisent des duo day où une personne handicapée ou à mobilité réduite va être matchée avec un collaborateur, une collaboratrice, pour voir son quotidien. C'est un exercice d'empathie formidable qui révèle justement parfois des problèmes énormes en termes d'accessibilité. Il y a 6 mois, c'était les Jeux paralympiques, on a tous vibré pour l'équipe de France de cécifoot, Aurélie Aubert, etc. Et en fait, l'idée c'est que cette émotion se transforme aussi en action, et c'est avec comme ça des moments d'empathie ou de réalisation que aussi des changements vont intervenir. On va rendre une pièce, un bureau plus accessible, on va rendre une expérience numérique aussi plus accessible, etc. Ouais. Ce mot d'empathie, il est important, j'imagine, dans les maisons fratries. Il y a des rencontres qui se créent, il y a de belles histoires à partager là. L'empathie, j'ai envie de dire elle se joue dans les deux sens en fait. C'est ça qui est intéressant dans nos maisons, c'est que les jeunes qui viennent vivre aujourd'hui en co-living en France, de façon générale, ils viennent parce qu'ils ont du mal à se loger en cœur de ville, mais aussi parce qu'ils cherchent du vivre ensemble. Ouais. Voilà, aujourd'hui, un jeune actif sur 5 souffre de solitude. Ouais. Donc, je ne sais pas si ce serait le maître mot au quotidien. Au contraire, en fait, je pense que ça qui est chouette, c'est qu'on arrive à se rendre compte qu'on s'enrichit de nos différences et que chacun s'apporte avec ou sans handicap. Quoi. Est-ce qu'il y a j'allais dire trouille. Est-ce qu'il y a des inquiétudes, des attitudes, je ne sais pas comment je vais me comporter, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, parce qu'on part de loin. On part d'une société où on a séparé nos vies. Il y en a, mais en fait, la grande surprise de Fratrie, parce que je ne vous cache pas, quand on a lancé l'aventure en avril 2022, les parents des jeunes en situation de handicap, ils avaient des doutes quand même sur le fait que des jeunes viennent vivre avec leurs enfants en payant un prix de marché, sans relation d'aidance. Et en fait, moi, je suis hyper surpris. On a une génération de jeunes qui a beaucoup entendu parler d'inclusion, qui est entre 25 et 35 ans. En fait, elle demande à la vivre aujourd'hui. Donc, c'est beaucoup plus simple, mais c'est même simple, c'est hyper simple, en fait. Et là, c'est un peu un message que j'adresse aux acteurs ordinaires du logement et notamment du co-living. Mais n'hésitez pas, n'ayez pas peur, mais aussi aux personnes en situation de handicap et à leurs aidants. En fait, on a beaucoup de craintes, même quand on est nous-mêmes en situation de handicap, on s'est mis des barrières, du moins la société nous a mis des barrières, et je pense qu'il faut y aller, pour ne pas avoir peur. Voilà. Ne pas avoir peur, ça c'est un très bon message. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur cette thématique chez DIFT, genre? Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que on a par exemple, on aide le fonds de dotation qui est derrière Café Joyeux, qui est une autre superbe initiative solidaire qui permet de réinsérer également dans l'emploi et de rendre très concret ce vivre ensemble et montrer cette possibilité. Et donc par exemple, on a les membres dans le programme de fidélité de D'accord dans le monde entier qui aujourd'hui donnent des points de fidélité aux 4 coins du monde à des cafés joyeux par ce biais-là. Donc ça, c'est un exemple assez fort. Et puis on a également les Enfants de la Balle, qui est une association qu'on a déjà reçue ici, qui permet d'aider les clubs de sport à permettre d'accueillir des jeunes handicapés dans ces clubs qui sinon n'ont pas forcément les moyens ni la logistique humaine. Donc voilà, c'est deux exemples qu'on a beaucoup soutenus effectivement via DIFT. Merci beaucoup à tous les deux. Bon vent à Fratrie. On passe tout de suite à notre rubrique Startup. Smart Ideas avec Dimitri Belin, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le président de Washi, une entreprise créée en 2019. Avec quelle idée, quel principe? Tout à fait. L'idée au départ, c'était de révolutionner la laverie, notamment dans les résidences étudiantes, les espaces de co-living, les campings. On a notamment développé une application mobile
qui a permis un petit peu de révolutionner cet univers qui était souvent lié à tout ce qui était monnaie physique et peu de cartes bancaires. Ouais. Et donc on a amené une idée un petit peu innovante qui a permis de prendre des parts de marché. Ouais, avec un certain nombre d'innovations et notamment un rôle joué par l'intelligence artificielle pour rendre ces machines et donc ces laveries plus économes. Comment ça marche? Tout à fait. Alors les solutions actuelles sur le marché n'étaient pas assez économes pour nous, Ouais. n'étaient pas assez innovantes, n'avaient pas assez d'IA, parce que voilà, il fallait vraiment réussir à faire évoluer les fabricants. Et donc on a décidé de créer une nouvelle machine qui s'appelle Nola, Ouais. pour No Laundry, puisque justement c'est la première machine à laver, laverie sans machine à laver et sans Ouais. séchoir. Ok. Donc typiquement, à l'intérieur, on va retrouver différentes technologies, de l'IA qui va comprendre ce qu'il y a à l'intérieur des hublots, savoir quelle est la composition de la matière, est-ce que le linge est bien propre à la fin, est-ce que l'eau qui est traitée est tout à fait propre à la fin également, et qui va nous permettre aussi de traiter l'eau à la fin. Ouais. Donc ça va faire du permettre, recyclage. par itération d'une certaine façon d'améliorer le lavage, de le rendre de moins en moins consommateur d'électricité et d'eau, les deux. Tout à fait. L'eau, on arrive à économiser et surtout réutiliser en boucle Ouais. 95% de l'eau. Pour quelle raison? C'est qu'on a utilisé différentes technologies. Déjà, il faut partir d'un principe où dans une machine à laver, les principales compositions chimiques, c'est le vêtement et ce qu'il y a dessus, et également la lessive. Cette lessive, nous on utilise la lessive éco certes, mais ça reste de la chimie quand même. Ouais. Donc il faut la retraiter. Donc pour ça, on fait un système d'écumage qui nous permet d'évacuer cette partie de chimie, également tout ce qui est lié aux fibres synthétiques et des vêtements. Et derrière, on vient la retraiter à travers 3 technologies, l'ozone, l'osmose et l'UV, tout simplement. Et donc c'est traité en boucle dans la laverie en quelque sorte. Traité en c'est boucle ça dans Nola. À l'intérieur, on a intégré 2 cuves de 100. dans la machine elle-même, pardon, pour C'est bien pas une machine, comprendre. en fait, c'est une machine qui fait 3 mètres par 3, parce que ça, D'accord. c'est la version extérieure. Ouais. Et à l'intérieur, on a mis justement ces solutions de traitement de l'eau qui permettent de les traiter en 2 fois 100 litres, tout Ouais. simplement. Ok. Vous étiez présent au CES de Las Vegas. Qu'est-ce que ça représente pour une entreprise comme la vôtre? C'est quoi l'enjeu? Alors pour nous, il y avait une part de montrer le côté innovant de la société qu'est Washin, et d'autre part, c'était justement essayer de trouver un partenaire pour essayer d'industrialiser ce projet. Est-ce que le marché américain était prêt à ce genre de projet? Est-ce qu'ils sont prêts à accueillir ces nouvelles idées, ces nouvelles innovations? Et force est de constater que ça a été plutôt une réussite. Ouais. C'est votre ambition pour l'année, les années à venir, ça? L'ambition, je ne sais pas, en tout cas, c'est une opportunité qu'on va peut-être saisir, puisque en tout cas, la réponse que nous a apporté le marché fait qu'on a eu des opportunités qui ont été créées avec des très grands fabricants, Ouais. les numéros 1 mondiaux notamment, qui sont intéressés par ce projet. Ouais. Qui sont vos clients aujourd'hui? Nos clients aujourd'hui, c'est de la résidence étudiante. Ouais. Donc ça va être le groupe Vinci, par exemple, avec Student Factory, pour ne pas les nommer. Ça va être le groupe Next City, Studéa notamment. Ça va être les espèces de co-living, les campings comme Toapi. Et on a également signé récemment un partenariat avec Total Energy pour du test, notamment sur des aires d'autoroute avec des laveries. Il y en a de plus en plus, des laveries, j'en vois pas mal d'ailleurs, associées à des stations-service. C'est un business qui fonctionne, ça? Souvent, c'est lié à des stations-service ou des supermarchés. Ouais. Et nous, justement, on intègre un petit peu ce marché au fur et à mesure, parce on était très, très spécialistes sur la résidence et la collectivité. Ouais. Et donc, on voulait justement trouver de nouveaux relais de croissance. Et le contrat avec Total nous permet, du coup, d'accélérer sur ce marché. Merci beaucoup, Dimitri Belin. Merci à vous. Et bon vent à Washin. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart for Change. À très vite.